D'un échec des années 90 à une légende des années 2000, elle nous fascine toujours autant après plus de 34 ans de règne. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, installe-toi confortablement et laisse-moi te raconter l'histoire de la Bugatti EB110. Parlons d'abord du personnage. Tout commence le 5 décembre 1932 à Moglia en Italie, où Romano Artioli voit le jour. Dès son plus jeune âge, il se passionnera du monde de l'automobile, que ce soit de la mécanique à la fabrication, mais surtout des plus grandes marques automobiles européennes, notamment d'un certain Ettore Bugatti. En 1953, après ses études d'ingénierie mécanique, il commencera sa carrière en tant que mécanicien et se spécialisera rapidement pour se faire un nom. Dans les années 60, il va diversifier ses activités et se lancer dans le commerce automobile. Il comprend rapidement l'importance des véhicules étrangers sur le marché européen, notamment les japonaises, et il deviendra l'un des premiers à exporter des véhicules étrangers en Italie. En 1970, Romano Artioli devient l'importateur exclusif de Suzuki et profite de l'essor des voitures compactes et économiques. Il développe un solide réseau de distribution, établissant Suzuki comme une référence pour ses petites voitures fiables. Et ce succès le fait connaître dans toute l'industrie automobile. Entre-temps, avant que Bugatti ne se fasse racheter, la marque et plus précisément le nom Bugatti était possédé par l'État français. Ils avaient cessé la production automobile en 1952 après des difficultés financières. Pour l'anecdote, l'usine de Molsheim où étaient construites les voitures était utilisée pour fabriquer des pièces d'avion pour l'industrie aéronautique. Sous l'égide d'Hispano Susa, comme tu veux, qui avait acquis les installations en 1963. Un certain Ferruccio Lamborghini et Jean-Marc Borret, après avoir revendu Lamborghini en 1974, cherchaient à revenir sur le devant de la scène automobile en créant une nouvelle supercar. Romano Artioli, alors âgé de 54 ans et concessionnaire Ferrari pour l'Allemagne et l'Autriche, a l'opportunité de pouvoir rejoindre le projet avec Paolo Stanzini. Au final, en 1987, Artioli rachète les droits de Bugatti pour 7,5 millions de francs, soit à peu près 1 150 000 euros. Pas mal d'anciens employés de chez Lamborghini travailleront sur le projet, mais quelques temps après, Ferruccio Lamborghini quitta le projet car ça ne l'intéressait plus de faire renaître Bugatti. Donc Artioli décide de repartir à zéro, de garder seule l'histoire et la passion Bugatti. Il fonde Bugatti Automobili SPA et décide de fabriquer une toute nouvelle usine près de Modène à Campo Galliano en Italie. Les travaux commenceront en 1988 et se termineront un an après. Elle aura coûté plus de 7 milliards de lire italiens, soit 5 millions de dollars. Et elle s'appellera la Fabrica Blue. On se retrouve le 15 septembre 1990 où ils officialiseront cette usine. Pour l'anecdote, jour pour jour, au moment où ils officialisent cette usine, Ettore Bugatti fête ses 109 ans. Maintenant, place à la voiture. Pour le design, 4 personnes vont plancher dessus, que ce soit Trevor Fivor ou Paolo Martin, Giorgetto Giugiaro et Marcello Gandini. Pour le design final, ce sera celui de Marcello Gandini qui sera gardé. Ils feront en tout 5 prototypes du nom de A1, A2, A3, A4 et A5. En gros, chaque prototype a une fonction. La A1 était utilisée pour travailler le design, la A2 pour les pneumatiques et les grilles d'aération, la A3 pour utiliser les catalyseurs anti-pollution, la A4 pour le système de 4 roues motrices, et la A5 était la version finale, celle qui se rapprochait le plus possible de la version de production. Pour l'anecdote, sur chaque prototype, il y avait 2 ventilateurs à l'arrière pour augmenter l'adhérence. Et la personne qui a créé ce système, c'est Gordon Murray, créateur de la McLaren F1 pour les trous du fond qui n'ont pas trop suivi. Sauf qu'en 1990, Paolo Stanzini décidera de partir car il n'était plus en accord avec Romano Artioli. Il se fera remplacer par Nicola Materazzi, créateur de la F40, et Pavel Rajmi. Sur le plan de base, la voiture était censée être comme la voiture la plus rapide du monde. Cependant, quand Artioli a montré le design à certains collectionneurs, le verdict est tombé. C'est dégueulasse! En gros, il disait qu'elle faisait beaucoup trop Lamborghini et qu'elle n'avait pas l'esprit Bugatti. Le design sera revu par Gianpaolo Gandini, ils recréeront une version qui s'appelle A6 et qui globalement ressemble à la version finale. Au final, ils modifieront ces 2 ventilateurs à l'arrière qu'ils enlèveront, ils remplaceront le châssis en aluminium pour du carbone, ils mettront des jantes en magnésium et la carrosserie sera faite de plastique renforcé, fibre de carbone, mélangée à de l'amidon et de l'aluminium. Ils rajouteront aussi un aileron qui se règle selon ta vitesse. Et on se retrouve le 15 décembre 1991 avec comme invité d'honneur Alain Delon. Ils feront toute la descente des Champs-Élysées dans le proto final. Le concept était de faire parler. Résultat final, un V12 de 4 turbos développant 550 chevaux couplé à une boîte 6 vitesses. Le 0 à 100 est abattu en 3 secondes 42 pour une Vmax de 342 km/h. Pour un poids d'une tonne 6 et un prix de 450 000 euros. Elle s'appellera EB110. EB pour Ettore Bugatti et 110 pour fêter les 110 ans d'Ettore. Mais pour Romano Artioli, l'objectif principal reste de battre un record. Le 18 février 1992, la Bugatti EB110 SS est présentée. SS pour Super Sport. Elle développera plus de 610 chevaux, capable d'abattre le 0 à 100 en 3 secondes 26 pour une Vmax de 355 km/h. Ils allégeront la Super Sport de 210 kg. Une version dérivée verra le jour, le B110 Super Sport Le Mans. Sa puissance passera de 610 à 700 chevaux, mais ils en feront que 3 exemplaires. De nouveau, Brabus modifiera un exemplaire. Il y a eu également une Super Sport modifiée spécialement pour le Sultan de Brunei, ou le B110 Ring Speed. Elle sera modifiée de A à Z jusqu'au moteur qui atteindra plus de 600 chevaux. Cependant, le dernier propriétaire qu'elle a eu a décidé de la remettre dans son
état d'origine. Romano Artioli lui-même possédait une Super Sport qui atteignait plus de 680 chevaux. Et même Michael Schumacher fera l'acquisition d'une EB110 Super Sport. Une opportunité que Bugatti saisira pour faire de la pub. Ils feront un record du monde à plus de 342 km/h sur le circuit de Nardo en Italie. Mais même avec un tel engouement, la marque a du mal à vendre le B110. Donc Artioli décide de créer une nouvelle Bugatti. Elle sera présentée le 2 mars 1993 au Salon de Genève et elle s'appellera le B112. En gros, c'est un véhicule 4 places. Sauf que cette décision sera énormément critiquée par Nicola Materazzi qui quittera le groupe quelques temps après. Un an après, Bugatti présente une EB110 qui fonctionne avec un mélange d'essence et de méthane. Elle sera baptisée EB110 Green Gas pour un peu plus d'innovation. Mais le vent tourne pour Bugatti en 1994. Un gars du nom de Michael Hommel prendra une EB110 Super Sport pour la modifier en version de compétition afin de concourir aux 24 heures du Mans. Tout se passe bien pour sa première course jusqu'au 23e tour où un pneu décidera d'éclater où elle finira dans les barrières de sécurité. Et pour ses courses suivantes, que ce soit panne ou casse, elle ne finira jamais première même aux 24 heures de Daytona. Pour sauver la marque, Romano Artioli essaiera de vendre quelques exemplaires de l'EB110 en Amérique et au Moyen-Orient et pour diversifier la chose, ils essayeront de faire une version cabriolet designée par Zagato. Mais rien ne va, avec plus de 53 millions de dollars de dette, elle sera officiellement déclarée en faillite le 23 septembre 1995. De plus, au même moment, Romano Artioli perd son contrat avec Suzuki et est contraint de revendre Lotus en 1996. Car oui, parallèlement à Bugatti, Artioli avait racheté Lotus Car en 1993. Qui pour l'anecdote, la Lotus Elise s'appelle Elise en référence à Elisa Artioli, la petite fille de Romano Artioli. En 1997, l'usine rouvre pour la dernière fois pour revendre les véhicules restants et le stock de pièces. Un certain Joe Schumacher rachètera le nom EB110 plus une partie du stock. Ils modifieront de nombreux éléments, notamment la carrosserie pour économiser plus de 200 kg. La dernière EB110 S de Doyer sortira en 2005 pour un total de 11 exemplaires produits. La dernière sera peinte par Walter Maurer, ils en auront fait même une en full carbone apparent. Au final, il y aura eu 13 prototypes, 95 GT et 31 Super Sport pour un total de 139 exemplaires. Bugatti se fera racheter en 1998 par Volkswagen, ils reprendront tout sauf l'usine en Italie. Quelques employés étaient déçus que l'aventure s'arrête, donc ils reprendront quelques pièces de l'EB110 pour en recréer des nouvelles et les revendre. Cependant, vu que Bugatti s'était fait racheter par Volkswagen, ils n'avaient plus le droit de mettre le nom Bugatti. Donc ils la baptiseront B-Engineering Edonis. Au final, ils en produiront que 2 exemplaires et le projet n'aura pas eu un très grand succès. Si tu veux t'acheter une Bugatti EB110 à l'heure actuelle, les prix tournent dans les alentours des 1,6 pour les GT, donc première génération, et plus de 2 millions pour une Super Sport. Pour l'anecdote, pendant un temps, Bugatti avait renié le B110, disant que ce n'était pas une vraie Bugatti vu qu'elle n'a pas été faite en France et qu'elle n'avait pas cet esprit Bugatti. Cependant, quelques temps plus tard, elle sera reconnue officiellement comme une vraie Bugatti. En août 2019, au Salon de Genève, ils présenteront la Santo Jessie. Repris sur base de Chiron, ils en produiront que 10 exemplaires. Et elle reprendra plus ou moins le design de la Bugatti EB110. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre un like, à commenter, même si tu sais pas trop quoi commenter, mais quand même quelque chose, ça m'aide énormément pour le référencement. Mais surtout, le plus important, n'oublie pas de t'abonner et de mettre la cloche pour toutes les prochaines vidéos à venir. Je te souhaite une bonne soirée, allez, ciao!